Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Alors aujourd'hui, un petit test de compréhension orale et aussi écrit du français dans lequel nous allons travailler tous ensemble, vous et moi. C'est la première fois que je vais faire ça sur YouTube, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Concrètement, comment ça va se passer? Vous allez entendre une question, il faudra choisir une réponse et ensuite je mettrai le corrigé à l'écran et j'interviendrai parce que je sais que c'est toujours très frustrant de ne pas savoir pourquoi on a eu bon à cette question et pourquoi on a eu faux, et aussi pour parler un petit peu de grammaire, de vocabulaire et aussi de certaines expressions françaises. Alors pourquoi un test? Eh bien tout simplement nous sommes au mois de juin et le mois de juin c'est la saison des examens, des tests, et puis ce petit test là qui comporte 15-16 questions va être en fait un test qui ne sera pas sans vous rappeler un petit peu le TCF dans lequel on vous fait voir une image et vous devez choisir entre plusieurs propositions ou la proposition la plus appropriée. Bien évidemment, ce n'est pas un TCF, nous sommes sur YouTube et d'ailleurs je profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour nous, cela nous aide beaucoup pour progresser et continuer. Et aussi si vous voulez liker la vidéo et la partager, alors là ça serait vraiment super. Alors nous allons commencer ce test et si jamais vous trouvez que c'est un petit peu long, eh bien sachez qu'il y a des chapitres et que vous pouvez aller directement au chapitre avec la question, avec la réponse et avec la partie debrief. Voilà, la debrief, alors un mot anglais de l'anglicisme. Donc la partie en fait dans laquelle je vais expliquer, la partie dans laquelle nous allons faire un retour, la partie dans laquelle je vais vous expliquer certains points, certaines expressions et aussi certaines solutions de grammaire et des points que nous aurons, j'espère, l'opportunité d'apprendre et de détailler dans d'autres vidéos ou sur notre site French Discoveries où vous pouvez aussi trouver des exercices et très prochainement il y aura d'ailleurs une très jolie surprise sur le site French Discoveries pour les personnes qui suivent aussi le site internet. Je vous en parlerai en commentaire quand tout sera finalisé, mais en attendant, allez, on y va, on se lance pour ce test de français. Test de français du 23 juin 2024. Question 1. Écoutez et choisissez l'image qui correspond à ce que vous entendez. Marie est au restaurant. Ce menu a l'air très appétissant. Je vais prendre le plat du jour, des endives au jambon. Quoique, il y a aussi des œufs mollets, du gratin dauphinois, des ravioles et une salade gersoise. C'est difficile de choisir. Tout est bon. Le serveur arrive. Bonjour madame, avez-vous fait votre choix? Marie répond. Oui, je vais prendre la bouillabaisse. Question. Quel était le premier choix de Marie? Réponse A, le gratin dauphinois. Réponse B, les œufs mollets. Réponse C, les endives au jambon. Réponse D, la bouillabaisse. La réponse est la réponse C, les endives au jambon.
Alors, effectivement, le choix de Marie, c'était les endives au jambon. L'occasion pour moi de revenir sur la gastronomie française. Le gratin dauphinois est donc un gratin à base de pommes de terre, de fromage râpé et de jambon que l'on fait gratiner, d'où le nom de gratin. Les œufs mollets n'ont rien à voir avec le mollet. Vous voyez d'ailleurs dans le transcript que ce n'est pas tout à fait la même chose. On parle bien ici d'une recette d'œufs. Vous voyez, c'est pas complètement un œuf dur si on regarde l'image, et c'est pas non plus complètement un œuf à peine cuit. Donc c'est un mode de cuisson, et normalement les œufs mollets sont très coulants. Voilà, dans une salade, on vous sert avec un œuf mollet, et avec la fourchette, vous arrivez à faire couler le jaune parmi votre salade. C'est vraiment délicieux. Pas évident à faire. C'est donc une recette traditionnelle, les endives au jambon, c'est le choix de Marie. Donc tout simplement des endives qui ont été roulées dans une tranche de jambon, et on met ces endives dans un plat à gratin, on met de la béchamel et on parsème de gruyère râpée. On peut rajouter aussi de la noix de muscade. Et puis une bouillabaisse, comme on en mange à Marseille et dans d'autres régions du sud de la France. Mais bon, c'est quand même à Marseille qu'on mange les meilleures bouillabaisses. Donc vous voyez, un plat traditionnel avec des fruits de mer à l'intérieur. Donc j'espère que cette petite situation au restaurant vous donnera envie de découvrir la cuisine française. Et s'il vous plaît, arrêtez de croire les réseaux sociaux au sujet de la blanquette de veau et du coq au vin et ce genre de plats qui sont extrêmement longs à préparer. Par exemple le bœuf bourguignon, certes c'est délicieux, mais ce ne sont pas les seuls plats de la gastronomie française, et ce ne sont certes pas les plats que préparent les ménagères en 2024, car la majorité des femmes travaillent, n'ont pas le temps de faire une cuisine très longue, et puis également les plats évoluent. Il y a également aussi une cuisine métissée, on aime beaucoup manger aussi bien italien que d'autres origines, comme même le couscous. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir notre article sur French Discovery sur les plats préférés des Français, sachant qu'aux dernières nouvelles c'était le plateau de fruits de mer, quoique certaines études parlent du poulet frites. En tout cas, pas de bœuf bourguignon, de blanquette et autres clichés datant de la Seconde Guerre mondiale à l'horizon. Nous allons désormais passer à la deuxième question. Pour cette deuxième question, regardez bien l'image, écoutez les 4 propositions et choisissez celle qui correspond le mieux à l'image. Réponse A. Je vais prendre 1 kg de tomates cœur de bœuf. Réponse B. Je voudrais un café noisette. Réponse C. Donnez-moi 10 boudins blancs. Réponse D. 3 bretzels, s'il vous plaît. La réponse est la réponse C. Donnez-moi 10 boudins blancs. Alors, cette question était relativement facile, mais il y avait quand même des petits pièges, donc pas si évidente que cela. Si on regarde parmi les propositions, je vais prendre 1 kg de tomates cœur de bœuf. Les 2 personnes sont devant la vitrine réfrigérée d'une boucherie, mais on entend le mot bœuf. Lorsqu'on apprend le français et qu'on ne connaît pas bien la langue, souvent on a tendance à se raccrocher à des mots qu'on connaît. Et pour peu qu'on connaisse bœuf et qu'on traduise dans sa langue, on va penser à de la viande.
Or, les tomates cœur de bœuf sont une variété de tomates délicieuses. Ce sont de grosses tomates qu'on trouve notamment pendant l'été, mais il est fort peu probable qu'on puisse en acheter chez le boucher. Ce n'est pas non plus la réponse B, je voudrais un café noisette. Un café noisette, c'est tout simplement un café noir avec une touche de lait, donc c'est-à-dire avec un petit peu de lait. Ensuite, ce n'est pas non plus la réponse D, 3 bretzels s'il vous plaît. Les bretzels, on va plutôt acheter ça dans une boulangerie et pas du tout dans une boucherie. Donc si vous avez la curiosité de voir ce que sont les bretzels, c'est plutôt une spécialité de l'Est de la France qu'on achète aussi lors des marchés de Noël. Et ça peut très avantageusement remplacer un pain au chocolat ou chocolatine, hein, selon les régions de France. C'est-à-dire, si on n'aime pas trop le sucré, eh bien ça peut être très sympathique au goûter de manger un bretzel. C'est une pâte avec un goût très salé, avec une forme très originale. Je vous invite à aller voir sur internet ce qu'est un bretzel. Et puis donc la réponse, donnez-moi 10 boudins blancs. Eh bien effectivement, le boudin existe sous deux variétés, le boudin noir et le boudin blanc. C'est donc une préparation que l'on peut trouver dans une boucherie. Et ici, je voudrais revenir sur une petite subtilité de prononciation. Vous avez le chiffre 10. Pourquoi je ne dis pas donnez-moi 10 boudins blancs? J'ai beaucoup d'apprenants qui, pour les chiffres 6 et 10, prononcent donnez-moi 10 pain au chocolat ou donnez-moi 6 chocolatines. Eh bien, en fait, on doit dire donnez-moi 10 boudins blancs ou donnez-moi 6 boudins blancs, tout simplement parce qu'après ces chiffres qui se terminent par X, il y a un nom. Donc, si j'avais dit donnez-en-moi 10, j'aurais pu prononcer 10 comme d'habitude parce qu'il n'y aurait rien eu après. Donnez-moi-en 6, j'aurais pu parce qu'il n'y avait rien après. À partir du moment où il y a boudin blanc ou n'importe quoi d'autre derrière ces numéros, je dois changer ma prononciation et donc donnez-moi 10 boudins blancs. Alors, je sais que beaucoup de personnes sont assez perturbées parce qu'ils entendent « dit », ils pensent que ça veut dire « dire ». Et donc, il faut toujours imaginer que toutes les langues s'apprennent selon le contexte et qu'il y a des petites règles de prononciation comme celles que nous venons de voir. Donnez-moi 10 boudins blancs, c'est un petit peu directif. Bien sûr, on va prendre l'impératif, mais rien n'empêche de dire « s'il vous plaît ». Voilà, puisqu'on est dans un commerce. Et vous voyez qu'ici, il s'agit de l'impératif qui est ici non pas sur un ordre, mais plutôt sur une requête, bien évidemment, puisque on respecte les commerçants. Vous voyez, lorsqu'on demandait les bretzels, on disait bien « s'il vous plaît ». Je voudrais un café noisette et aussi poli, puisque on emploie le conditionnel pour faire une requête. Néanmoins, pour la réponse A, B et C, il manque quand même la marque de politesse, s'il vous plaît, que je pense être obligatoire et nécessaire pour tout simplement vivre ensemble. Voilà. En tout cas, la réponse c'est C. Donnez-moi 10 boudins blancs. Voici à présent la question numéro 3. Regardez l'image et choisissez la proposition qui correspond le mieux. Réponse A. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Réponse B. Mets tes baskets, on va courir. Réponse C. Bois ce jus d'orange maison, tu m'en diras des nouvelles. Réponse D. Allume la télé, on va regarder le match. La bonne réponse est la réponse C. Bois ce jus d'orange maison, tu m'en diras des nouvelles.
Alors, cette question est l'occasion de revenir sur une expression française. Tu m'en diras des nouvelles. Bois ce jus maison, tu m'en diras des nouvelles. En fait, cela veut dire que ce jus d'orange maison est excellent et que la personne va être satisfaite et va féliciter l'auteur du jus d'orange. Donc, bois ce jus maison, bois ce jus d'orange maison ou ce jus maison, on voit bien à l'image qu'il s'agit d'orange, c'est l'impératif et tu m'en diras des nouvelles, c'est donc une expression populaire un petit peu familière, mais néanmoins pas du tout insultante. On voit bien que les deux personnages sont peut-être un couple ou du moins ont une forte intimité, donc c'est pas du tout méchant. Les autres propositions ne sont pas appropriées. Dépêche-toi, tu vas être en retard. On les voit plutôt détendus. Monsieur est en train de presser des oranges, donc pas vraiment stressé pour aller au travail. Mets tes baskets, on va courir. Elle est en train de prendre son petit déjeuner et lui de préparer un jus. Peut-être ensuite ils vont courir, mais en ce moment sur l'image, c'est plutôt une injonction à boire un jus d'orange fait maison. Et j'en profite pour parler de l'expression fait maison. Il y a beaucoup de produits qui sont des produits industriels et même dans certains lieux, on peut acheter de la nourriture qui provient d'un assemblage, puisque des fois toutes les recettes n'ont pas pu être cuisinées sur place, mais pour les espaces, les restaurants, les cantines, enfin toutes les personnes qui vendent des plats estampillés faits maison, c'est-à-dire qu'ils cuisinent eux-mêmes sur place, et donc c'est un gage de qualité. Néanmoins, dans le langage courant, fait maison, c'est un peu c'est moi qui l'ai fait. Regarde mon gâteau fait maison, et ben c'est tout simplement moi qui ai fait ce gâteau. Quant à la réponse D, allume la télé, on va regarder le match. Écoutez, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'applique à cette situation. Et voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour cette slide. On peut aussi rajouter sur cette slide du point de vue grammatical, alors diapositive, je dis slide, c'est diapositive, nous sommes en cours de français, donc on peut rajouter au sujet de cette diapositive que le verbe allumer est un verbe de premier groupe, c'est pour ça que allume, c'est pas ES, mais allume avec un E, puisque les verbes de premier groupe à l'impératif présent ne prennent pas de S. Ce n'est pas le cas pour maître, parce que maître ne fait pas partie du même groupe que allumer. Allumer est un verbe en ER du premier groupe, donc nous n'avons pas, pour ces verbes, nous n'avons pas donc de S. Voici maintenant la question numéro 4. Écoutez les 4 propositions, choisissez celle qui correspond à l'image. Réponse A. Gardez la monnaie, bonne journée. Réponse B. Attendez-moi ici, merci. Réponse C. Garez-vous sur le parking s'il vous plaît. Réponse D. Il y a une grève. Emmenez-moi en taxi. La bonne réponse est la réponse A. Gardez la monnaie. Bonne journée. Alors, dans cette situation, nous avons encore une fois l'impératif, ce qui est normal, puisqu'il s'agit d'une requête d'un client, donc un client qui est passager dans un taxi, une requête qu'il formule à un chauffeur. Je pense, voyez, il est en train de tendre un billet au chauffeur, tous les deux sourient. C'est tout simplement la proposition de garder la monnaie, il lui souhaite bonne journée, tous les deux sont ravis.
Attendez-moi ici, merci, c'est pas du tout cohérent parce que on voit bien ici qu'on est, regardez la posture également des corps, hein. Donc la personne paye et ensuite va quitter le taxi et ne lui demande pas de s'arrêter. Pareil, garez-vous sur le parking s'il vous plaît, me semble complètement inapproprié. On voit bien que la personne est en train de payer et non pas de faire une requête supplémentaire. Quant à il y a une grève, emmenez-moi en taxi. Là, effectivement, rien ne nous permet d'affirmer qu'il y a une grève et que le client demande ce genre de choses. De plus, il est très souriant. S'il y avait une grève, personne ne serait souriant. Et puis, quand il y a une grève, c'est pas toujours une bonne idée de prendre le taxi car il y a beaucoup de bouchons. Vous regarderez donc ici, il y a de l'impératif. Nous avons fait une vidéo sur l'impératif, l'occasion de réviser un petit peu ce mode. Voici à présent la question numéro 5. Regardez la photo. Écoutez les 4 propositions et choisissez celle qui correspond à l'image. Réponse A. On y va, chérie? Réponse B. On nous a volé nos chaussures. Réponse C. Une porte en bois, c'est joli. Réponse D. Encore un après-midi pénible avec les enfants. Réponse A. On y va, chérie. Alors, j'adore beaucoup cette question 5 parce qu'il y a pas mal de points de grammaire intéressants lorsque l'on apprend le français. Notamment, alors, on nous a volé nos chaussures. Ici, on utilise le passé composé pour une action qui est achevée. Bien évidemment, ce n'est pas la réponse à la question, c'est humoristique, mais effectivement, si l'action s'était passée dans le passé, c'est-à-dire si on avait malheureusement volé les chaussures de cette pauvre famille, ce serait à la fois une action terminée dans le passé avec un résultat, avec une expérience de vie, à savoir il se retrouve pieds nus. Donc là, c'était bien sûr une petite blague et donc le résultat, ils sont sans chaussures, mais on ne peut pas dire on nous a volé nos chaussures parce que d'une part, on n'a pas de preuve qu'ils se soient fait voler leurs chaussures et aussi parce que la logique, c'est, voyez, la dame pousse une petite fille et que le mari est de dos, donc il lui dit sans doute on y va chérie, c'est-à-dire allez, on se dépêche. On voit également, mais ça c'était une petite blague, là où je trouve vraiment intéressant, une porte en bois, c'est joli. Beaucoup de mes élèves me demandent pourquoi on ne met pas de E à joli alors que porte est au féminin. Et bien tout simplement parce que l'adjectif s'accorde avec le sujet et qu'ici, le sujet, c'est donc le démonstratif c'est. C'est-à-dire, même si on fait référence à un objet féminin, eh bien en fait, on doit faire l'accord de l'adjectif avec son sujet. Et donc, c'est le pronom démonstratif c'est apostrophe. Quand je dis c'est, j'étais un petit peu vite parce que est, c'est l'auxiliaire être. Donc en fait, vous voyez, le c'est apostrophe, c'est l'abréviation de cela. Donc une porte en bois, cela est joli. Cela étant masculin singulier. C'est pourquoi l'adjectif est masculin singulier. Bien évidemment, on n'a pas écrit cela parce qu'il y a donc l'auxiliaire être qui commence par la lettre E, donc on a contracté et c'est devenu c'est joli. J'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes apprennent avec des intelligences artificielles et ne font plus les contractions ni les articles avec des apostrophes. Et moi-même, lorsque je corrige les sous-titres sous YouTube, je suis obligée de les rajouter tout simplement parce que les intelligences artificielles ne doivent pas
connaître cette règle ou ne peuvent pas la modéliser. Donc faites attention, c'est quand même positif, ça veut dire qu'on a toujours besoin de notre cerveau. Et puis je voulais justement aussi parler par rapport à la réponse D, encore un après-midi et non pas encore une après-midi. Certes, vous allez avoir des personnes qui utilisent dans la vie de tous les jours une après-midi, c'est accepté, mais l'Académie française recommande plutôt de dire un après-midi. Et là encore, les intelligences artificielles, y compris lorsque j'ai préparé mes diapositives sur différents supports, voulaient absolument corriger en une après-midi. Donc faites attention. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de nombreux articles de presse en ligne comprennent des fautes ou des expressions populaires, parce qu'actuellement on est un petit peu dans le grand n'importe quoi, tout le monde est en train de tester et donc les intelligences artificielles ne savent pas trop faire la différence entre ce qui est le langage courant et le bon usage. Alors comme on est encore des personnes humaines et pas complètement dématérialisées, on retiendra encore un après-midi pénible avec les enfants. Bien évidemment, c'est un trait d'humour puisque on sent que cette famille va passer du temps ensemble. Après, je ne sais pas s'ils s'entendent bien, mais la réponse est donc A. On y va, chérie. Voici un autre exercice puisqu'il s'agit cette fois-ci d'écouter et de choisir l'image qui correspond à ce que vous entendez. Il y a donc 4 possibilités. Écoutez bien. Coucou Mel, c'est quoi tes projets pour ce soir? Tu viens à l'anniversaire de Julie ou tu vas continuer à bouder? Je ne boude pas, je suis en pleine réflexion et j'ai besoin d'activités calmes comme lire un livre. Laura m'a promis de passer pour discuter cet après-midi et ensuite je vais finir mon ouvrage. J'en suis au chapitre 12. D'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Ah bon? J'ai pourtant été claire. Question. Que fera probablement Mel ce soir? Alors, réponse A. Elle va bouder dans son coin. Réponse B. Elle va discuter avec son amie Laura. Réponse C. Elle va réfléchir. Réponse D. Elle terminera la lecture de son livre. La réponse est la réponse D. Elle terminera la lecture de son livre. Alors, dans ce petit dialogue, il y avait de multiples informations. C'est la raison pour laquelle il n'était pas toujours évident de trouver la bonne réponse qui est « Elle terminera la lecture de son livre », réponse D. Alors, bien sûr, on voit une photo, la photo A, où elle a les bras croisés, ce qui, dans le langage du corps, veut dire qu'elle n'est pas forcément de meilleure humeur. Hein. D'ailleurs, bouder, donc ça pourrait être effectivement la réponse A. On voit également qu'elle fait une sorte de grimace avec sa bouche, ça s'appelle faire la moue. Donc, faire la moue, ça veut dire tout simplement « je boude ». Voilà. Nous voyons ensuite sur la photo numéro B qu'elle est en compagnie d'une amie. Sur la réponse C, donc elle a la main sous le menton. Traditionnellement dans l'iconographie, c'est le symbole ou de la surprise ou de la réflexion. Et puis la réponse D où on la voit tenir un livre. Elle dit Laura m'a promis de passer pour discuter cet après-midi, donc ça ne peut pas être la réponse B,
puisque on demande à Mel quels sont ses projets pour ce soir. Et ça ne peut pas non plus être la réponse A, puisqu'elle dit je ne boude pas, je suis en pleine réflexion. Du coup, on peut se demander entre C et D que choisir, mais la question porte sur ce qu'elle va faire ce soir, et elle dit je vais finir mon ouvrage, j'en suis au chapitre 12. Donc ouvrage ici c'est un synonyme de livre. Si on n'avait pas le contexte, ouvrage c'est aussi des personnes qui font du tricot, de la broderie, un travail manuel, mais c'est un petit peu ancien quand même comme mot, mais ici elle veut dire finir de lire son livre, et elle en est au chapitre 12. Et vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le présent avec une valeur de futur. Tu viens à l'anniversaire de Julie, donc on lui pose des questions pour ce soir, donc on n'est pas encore dans la soirée, ce n'est pas encore l'anniversaire de Julie, mais on prend le présent avec une valeur de futur, et aussi on remarque que ça a une forme affirmative. Normalement, si vous voulez être sûr d'être compris, respectez bien la règle inversion du sujet et du verbe. Viens-tu à l'anniversaire de Julie? C'est plus correct, mais souvent lorsque les gens discutent, ils font des phrases affirmatives, et dans l'intonation, on comprend que c'est une question. Vous voyez ensuite, tu vas continuer à bouder. Alors, j'ai remarqué une tendance chez les personnes qui apprennent le français. Tout le monde pense qu'il n'y a que ce style de futur, puisque tu vas continuer à bouder. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tu vas continuer. Beaucoup de personnes apprennent le français d'après l'anglais, donc ils font une traduction avec going to, et en fait ils pensent qu'il n'y a que ce futur. Pas du tout. Ici, c'est parce que ce genre de tournure, c'est lorsque la personne a pour projet. Par exemple, je vais à Paris la semaine prochaine. Je vous fais donc part de mes projets. Ici, puisque son interlocuteur l'interroge sur ce qu'elle va faire ce soir, c'est normal qu'il lui demande, qu'il lui dise « tu vas continuer à bouder ». C'est normal. Ensuite, c'est complètement normal qu'elle réponde « je vais finir mon ouvrage » puisqu'elle a prévu de lire ce soir. Donc, elle informe de ses projets. Donc, effectivement, pas de souci pour employer ce genre de tournure. Mais vous voyez dans la réponse D qu'il existe le futur simple. Elle terminera la lecture de son livre, parce que la question était « que fera probablement Mel ce soir ?» Alors ici, vous voyez, déjà il y a l'adverbe « probablement » qui a été placé dans la question pour vous donner un petit indice. C'est probablement, c'est-à-dire que peut-être elle le fera, peut-être elle ne le fera pas. En tout cas, il y a 90% de chances qu'elle termine son livre. Et effectivement, elle a, avant de terminer son livre, un certain laps de temps qui va s'écouler, un certain nombre d'activités. Elle va notamment discuter avec son ami avant de terminer de lire. Donc, c'est bien d'utiliser le futur simple pour des actions qui auront lieu plus tardivement dans la journée, dans le temps. Voyez, de mettre une succession, pas toujours utiliser je vais, tu vas, surtout lorsque c'est éloigné dans le temps. Et puis ici, comme c'est que fera probablement, on a voulu mettre un petit doute, on ne sait jamais, la copine risque de rester un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'elle terminera la lecture de son livre? Il y a une petite notion d'hypothétique dans ce projet, qui est donc non pas hypothétique, c'est pas inconditionnel, mais qui est beaucoup plus lointain, d'autant plus qu'on ne finit pas de lire un livre en 2 minutes. Voilà, donc c'est l'idée que ça va prendre un peu de temps, et du fait que ça prend un peu de temps avant d'arriver au résultat final, à savoir avoir terminé de lire, eh bien la question vous proposait un futur simple.
retenez que le futur simple exprime tout simplement un fait qui n'est pas encore réalisé au moment où l'on parle. Et lire un livre, ça ne se lit pas, comme je vous l'ai dit, en 2 secondes. Donc, elle ne l'a pas encore terminé, ce livre. Alors, comme vous avez pu le voir, même en essayant d'être le plus concise possible, je me rends compte que la vidéo fait une certaine longueur et qu'il y a beaucoup de choses. Toutes nos vidéos sont complétées sur notre site internet frenchdiscoveries.fr, sur lequel nous pouvons avoir plus de possibilités de partager des exercices et des documents écrits, puisque YouTube est une plateforme vidéo. C'est pourquoi dans quelques jours, je vous invite à consulter notre site. Vous trouverez le corrigé de cette première partie d'examen, de tests, et vous verrez également des explications beaucoup plus détaillées, beaucoup plus en profondeur, avec des propositions d'exercices. Je me suis un petit peu lâchée sur les exercices écrits et possibilité de télécharger des corrigés. Donc un peu de patience, cela arrive dans la semaine. Et puis, nous verrons la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo, pour la suite du test, qui sera bien évidemment plus difficile. Ici, nous étions dans la partie plutôt facile, et ensuite, nous aurons une partie davantage centrée pour les personnes plus avancées. Et nous aurons entre-temps pu partager sur notre site plus de choses, et je pense que vous serez un petit peu plus familier avec notre façon de faire des tests et de vous proposer des corrigés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour la partie numéro 2 de notre test de français.